Dans cette vidéo, nous allons voir comment on met en place un petit labo sur la base de machines virtuelles. Donc c'est un labo qui a pour vocation de mettre en place une architecture réseau à 2 sites. Donc il y aura plusieurs réseaux qui vont permettre de transférer des zones DNS, donc en fait des informations de domaine. Alors dans ce document on peut voir que on va utiliser des machines virtuelles sous Linux pour réaliser nos serveurs DNS, mais également nos routeurs. Donc les routeurs et les serveurs seront sous Linux. On va prendre des machines Debian qu'on a déjà eu l'occasion de préparer pour d'autres manips. Et on va utiliser de simples clients Windows. Par exemple là je vais utiliser un simple client Windows XP pour jouer le rôle de poste client. Alors quel est l'objectif ? L'objectif c'est en fait de réaliser un double service DNS sur une répartition avec nos deux serveurs. On aura donc deux serveurs de chaque côté d'un réseau. Il y en a un qui va s'occuper de la zone Neptune.local et l'autre qui s'occupera de la zone Pluton.local. Et l'intérêt c'est de synchroniser nos deux serveurs pour assurer ce qu'on appelle le transfert de zone DNS. Donc le transfert, ça veut dire que le serveur qui va gérer Neptune va transférer auprès du serveur qui va gérer Pluton, et le serveur qui va gérer Pluton va transférer auprès du serveur qui gère Neptune. On aura donc une copie de chaque zone sur le serveur voisin. Et dans quel but ? Eh bien simplement parce que on va mettre en place ce que l'on appelle la haute disponibilité. La haute disponibilité, ça veut dire qu'en fait, dans le cas où un serveur tombe en panne, les postes clients, ils peuvent toujours accéder à la résolution DNS. Par exemple, les postes clients qui vont s'intéresser à Neptune peuvent toujours accéder à Neptune, même si le serveur responsable de Neptune est en panne. Et pareil pour Pluton. Donc, on va faire en sorte que les postes basculent automatiquement sur le deuxième serveur s'ils n'ont pas de réponse du premier. Donc, comme ça, on assure deux choses, la tolérance aux pannes, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler de la haute disponibilité, mais également la répartition de charges, parce qu'on va répartir nos clients sur les deux serveurs. Ce qui est intéressant, c'est que si on a un parc machine avec 100, 150, 200, 300, voire même moins 50 machines, on va mettre la moitié, 50%, sur un accès vers le serveur numéro 1 et accès de secours sur le serveur numéro 2. Et l'autre partie, les 50 autres pourcents, on va faire exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on va les orienter vers le serveur numéro 2 en premier et accessoirement vers le serveur numéro 1. Donc avec cette réalisation, normalement, on devrait avoir une opération qui va permettre de transférer nos zones. Alors sur le schéma que je vais vous montrer tout à l'heure, on va voir que je vais utiliser des machines Windows et Linux. Alors j'ai préparé une machine Linux qui va servir de serveur mais aussi de routeur. Je vais donc la cloner plusieurs fois. Et un poste client que je vais cloner 2 fois qui va servir de poste client. Sur le schéma, voilà ce que ça va donner. On va avoir d'un côté une zone que j'ai appelée Pluton, donc point local, ça va représenter donc le domaine Pluton. Et de l'autre côté, on a à peu près la même chose avec une zone que j'ai appelée Neptune. J'ai utilisé des couleurs rouge pour Pluton, vert pour Neptune, et bleu en intermédiaire entre les deux zones. Pour connecter la zone Pluton au monde extérieur, on va sortir par un premier routeur. On va atteindre un réseau intermédiaire qui pourrait être celui d'Internet par exemple, si on était dans le monde réel, et qui va permettre en rentrant dans un deuxième routeur, celui qui est raccordé à Neptune, de pouvoir dialoguer. Et inversement bien entendu. Et il y a une particularité aussi, c'est que le routeur de Neptune, j'ai choisi celui-ci, j'aurais pu choisir celui-là, est lui-même raccordé par une carte réseau supplémentaire qu'on peut voir ici, à la box réelle de mon réseau sur lequel je me trouve, et ce qui me permettra donc d'accéder à Internet. Donc, en revenant sur Pluton ici, on voit qu'on a un serveur DNS, un poste client, on pourra en avoir une quantité, qui vont travailler tous sur le réseau 172.20. Donc je vais attribuer des adresses fixes à mon serveur. Je vais attribuer l'adresse 172.20.0250. Sur le routeur ici, sur ce point-là, je vais attribuer 172.20.0254.
et je vais me débrouiller pour que ce routeur soit la passerelle du serveur et des postes clients. De l'autre côté, je fais exactement pareil pour Neptune, je change par contre le réseau. Je suis sur 172.30, le serveur sera en 172.30.0.250 et le routeur sera en 172.30.0.254. Entre les deux routeurs, je vais établir une connexion sur le réseau 10. Alors j'ai choisi un masque volontairement extrêmement restreint pour limiter à 2 le nombre d'adresses possibles. Ça c'est un exemple, mais c'est pas obligé de suivre mon exemple. Donc en faisant ça, mon réseau sera 10.0.0.252, la première adresse serait la 253, la deuxième 254. Il n'y a que 2 adresses possibles. Ce qu'il faudra faire, c'est mettre en place sur ce routeur-là une route permettant d'atteindre cette zone-là. Et il faudra sur ce routeur-là mettre en place une route permettant d'atteindre cette zone-là. Ça, c'est une des étapes qu'on devra réaliser. Alors on peut faire ça, ou bien on peut faire plus simple. C'est-à-dire que sur ce serveur-là, on peut faire plus simple. Sur ce routeur-là, puisque ce sera un routeur, on pourra dire qu'il y a une route par défaut qui permettra donc d'atteindre tout. Puisque par défaut, on peut tout atteindre. Donc on pourra atteindre le réseau vert, mais également Internet. Et sur ce routeur-là, par contre, on sera soumis à créer une route dédiée au réseau rouge. Et la route par défaut, elle permettra d'accéder ici. Donc on va voir tout ça dans différentes étapes. Alors il y a pas mal de boulot dans cette maquette parce qu'il y a une première étape à établir qui va être de mettre en place toute l'infrastructure. Donc ça c'est assez simple. Ensuite il va falloir agir machine par machine, donc sur ce serveur, sur ce routeur, ensuite sur celui-là, ensuite sur celui-là, pour créer la config. Se débarrasser du superflu et spécifier les paramètres propres à chaque machine. Alors, on peut faire de plusieurs manières différentes. Soit on crée vraiment 4 machines toutes indépendantes, mais on va passer beaucoup de temps. Ou soit on crée une machine. Alors on peut dire qu'on part par exemple de celle-ci, que l'on va cloner. On obtiendra donc quelque chose qui permettra de constituer celle-là. Il suffira de changer son nom et son adresse IP. Et ensuite, on va la recloner de façon à lui donner ce nom-là. Et on lui rajoutera une carte réseau pour qu'il puisse avoir 2 canaux. Et on obtiendra cette machine-là. On changera les paramètres réseau. On ajoutera les paramètres spécifiques ici pour indiquer qu'il s'agit d'un routeur. Et une fois que ce sera fait, on pourra à nouveau le cloner et obtenir celui-ci en rajoutant une 3e carte pour sortir ici. Alors, pour résumer, ce que je vais faire, en fait, je vais prendre une machine Linux, peu importe que je la destine à faire ce serveur-là, ce routeur ou ce serveur. Je vais la cloner. Je vais la cloner 3 fois. Alors, si on imagine qu'on part de là, j'ai cette machine, je la clone 3 fois. 1, 2, 3. Sur 2 des clones, je vais mettre 3 cartes réseau pour l'un, 2 cartes réseau pour l'autre. Et sur le 3e clone, je vais me contenter d'une seule carte. Donc c'est ça qu'il faut réussir à faire sans se planter au début. Alors moi je vous suggère de vraiment réaliser un schéma comme la base de celui-ci, puis d'ajouter sur ce schéma éventuellement le nom de vos machines. Là j'ai pas mis de nom, pour être certain de ne pas vous gourer dans les répartitions de vos machines. Alors par exemple, lui il pourrait s'appeler serveur rouge, lui pourrait s'appeler serveur vert, ça serait une bonne idée par rapport à mon schéma. Là on peut garder les noms de routeur 1, routeur 2, ou bien on les appelle routeur rouge, puisqu'il a un pied dans le monde rouge, et routeur vert, puisqu'il a un pied dans le monde vert. Débrouillez-vous comme vous voulez, mais faites en sorte de ne pas vous planter, parce qu'après vous allez perdre du temps, puisque en plus de ça, on va tout virtualiser dans VirtualBox, donc tout va se ressembler. Attention, quand vous clonez vos machines dans VirtualBox, vous devez penser à cocher la case qui va permettre de changer les adresses MAC. C'est très très important, parce que là encore, si vous oubliez de le faire, c'est pas grave, on pourra le faire après. Mais si vous oubliez de le faire après, vous allez être dans la galère, parce que vos postes ne vont pas comprendre qu'il y a duplication d'adresse MAC. Vous n'aurez pas de message d'erreur, mais rien ne fonctionnera comme vous l'attendez. Ce sera la misère. Donc pour faire simple, on prend une machine, on la clone
Et à chaque fois qu'on la clone, on fait gaffe de ne pas oublier de changer les adresses MAC. On donne des noms explicites à nos machines. Dans VirtualBox, c'est déjà un bon point de départ. Donc je vais commencer par là. Pour constituer en fait mon petit labo. Donc pour commencer, je prends ma machine Linux numéro 1. Alors elle, en fait, je l'ai préparée, mais je voudrais pas faire des modifs dessus. Donc je vais la cloner 4 fois. Et chaque clone, je vais lui donner un nom qui va rappeler sa fonction. Donc je prends la première fois, clone, je fais attention à cocher ma petite case. Et je lui donne un nom, serveur Linux DNS rouge. Voilà une bonne idée. Ce sera un clone lié. C'est pas utile de faire un clone intégral parce que ça va prendre du temps, ça va prendre de l'espace disque et vous aurez une nouvelle machine absolument identique à la précédente. Si vous faites un clone lié, ça prendra 1 seconde ou 2 maximum. Ça prendra pas d'espace disque, très peu, ça sera négligeable. Alors, on peut se demander du coup pourquoi s'en embêter, pourquoi faire des clones intégrales si on peut faire des clones liés. Le clone intégral a l'avantage de pouvoir être dissocié, c'est-à-dire que je pourrais copier ce clone, l'emmener ailleurs. Je ne dépends pas du maître. Là, je dépends du maître, c'est-à-dire que si je éloigne le maître, le clone est rompu. Maintenant, pour tout le reste, ça marche aussi bien, donc ne vous privez pas, faites un clone lié. Regardez bien le temps que ça va prendre quand je vais faire cloner 1, 2, même pas eu le temps de compter jusqu'à 3, et j'ai mon serveur. Donc je vais faire pareil pour ma machine serveur Linux DNS bleu, enfin vert plutôt, serveur Linux DNS vert. Donc ma case est cochée, il faut bien faire gaffe à ça. Suivant, clone lié, cloner 1, 2, même pas le temps de compter jusqu'à 3. Je vais maintenant faire mon routeur en cochant bien la case ici. Donc routeur Linux rouge. Alors rouge, pour symboliser le fait qu'il sera raccordé du côté rouge. En fait, ce sera ce routeur là. D'accord. Alors après, je peux l'appeler routeur 1, ça serait pas mal parce que je suis en rapport avec mon schéma réseau. Mais ça, je l'appellerai routeur 1 dans son nom réel, pas son nom virtuel. Voilà, alors comme je suis un peu feignant, je vais copier ça. Suivant, clone lié, 1, 2, pas le temps de compter jusqu'à 3, j'ai mon routeur. À nouveau, cloner, je l'appelle vert, je fais bien gaffe à réinitialiser mes adresses MAC, je fais suivant, clone lié, je compte 1, 2, pas le temps de compter jusqu'à 3, voilà mes machines ici. Le poste client, je vais le cloner lui aussi, je vais l'appeler XP côté vert, donc il sera côté vert, ça veut dire que il sera en fait celui-là, et ensuite je ferai un XP côté rouge et ce sera lui. Alors je l'ai déjà, XP côté rouge. Hop. Je fais suivant, la case est cochée, suivant, clone lié. Clac. Voilà. J'ai mes deux XP. Côté vert, alors lui il n'est pas marqué côté rouge, du coup si vous voulez le renommer c'est facile. Hein. Clic droit, configuration, vous venez ici dans XP1 et vous l'appelez côté rouge. Voilà. Côté rouge, côté vert, Linux rouge, Linux, enfin serveur rouge, routeur rouge, serveur vert, routeur vert. On a nos 6 composants. Ces 6 composants-là, je les ai groupés dans un groupe de machines. C'est pas obligatoire, mais ça me permet de démarrer le groupe en entier. Et je vais pouvoir sortir ça du groupe. J'en ai plus besoin. Peu importe ce que j'ai fait, mais là j'ai mon groupe global. Vous voyez, mon groupe que j'ai appelé Labo DNS. Et l'avantage, c'est que je peux démarrer l'ensemble du groupe comme ça, ou arrêter l'ensemble du groupe comme ça. C'est une question d'organisation.
Maintenant, si on revient sur mon schéma, rouge, bleu, vert. Rouge, bleu, vert. Et une particularité ici, pour le routeur numéro 2, celui qui est chez les verts, il y aura une connexion ici vers le monde extérieur. Donc il aura 3 cartes réseau. Une troisième carte ici, que j'ai représentée sur le lien noir, une première carte en vert, une première carte ici représentée sur le lien bleu. Ce routeur-là, lui, il a 2 cartes, une sur le lien rouge, une sur le lien bleu. Et ce serveur-là, ou bien ce client-là, n'ont chacun qu'une carte, tout comme lui, tout comme lui. Donc comment on met ça en œuvre? Alors, ce que je propose de faire, c'est que au niveau de la mise en place, donc j'ai mes 2 routeurs, mes 2 serveurs, ma machine, où j'en rajoute une deuxième comme je l'ai fait ici, et je vais créer en fait 3 réseaux internes distincts, c'est-à-dire différents. Un que je vais appeler réseau rouge, l'autre que je vais appeler réseau bleu, l'autre que je vais appeler réseau vert. J'ai choisi des noms un peu simplifiés ici, vous l'appelez comme vous voulez. Là encore, c'est vous qui décidez du nom, c'est pas moi. Mais faites un truc qui soit en rapport avec votre labo pour pas être perdu. Trop souvent, les gens perdent du temps parce qu'ils ont voulu être un peu farfelus, ils ont mis des noms de séries de télé américaines ou des prénoms de leur enfant. Alors c'est tout à fait défendable d'un point de vue humain, je dirais, mais d'un point de vue organisationnel, c'est pas terrible, parce qu'on est complètement perdu à l'arrivée, et si on doit débugger ou se faire aider par quelqu'un, on n'y comprend plus rien du tout, c'est pas clair, il n'y a pas de schéma qui corresponde, c'est l'enfer à corriger. Donc je vais créer mes 3 réseaux internes, rouge, vert, bleu, vous allez voir comment dans la prochaine étape. Je poursuis un peu avec l'explication. La connexion vers l'extérieur se fera en connectant au réseau local réel. Soit je choisirai un accès par pont, soit l'accès en NAT. J'ai le choix. Comme on fait du Linux, je vous suggère de préférer l'accès en NAT qui va faciliter l'accès au serveur officiel de notre Debian si on a besoin d'y accéder. Puisque eux, ils se trouvent sur Internet. En passant par le pont, on va avoir des ralentissements et des problèmes d'accès assez probable, c'est pas absolument certain, mais c'est assez probable, tandis qu'en NAT, ça va passer beaucoup plus facilement. Donc, en mettant une carte en accès par pont, on va se connecter au réseau extérieur réel, et donc on va pouvoir accéder à Internet parce que nous avons une box Internet d'installer. Toutes les connexions qui seront sur mon réseau rouge, c'est-à-dire toutes celles-là, donc on va dire ce point-là et ce point-là. Toutes ces connexions vont être rattachées au réseau rouge que j'aurai donc créé ici. Toutes les connexions du réseau vert seront raccordées au réseau vert, bien entendu. Alors, le réseau vert, c'est celui-là, pardon. Et celle du réseau bleu. C'est quoi le réseau bleu? Le réseau bleu, c'est ici, entre mes 2 routeurs. Donc, ça va être simple, hein, il y aura ce routeur-là et ce routeur-là. Donc, toutes les connexions du réseau bleu seront raccordés ici à mon réseau interne bleu. Le routeur numéro 2, c'est-à-dire, alors je me perds un peu dans mes différentes pages, le routeur numéro 2, c'est lui. Lui sera raccordé au bleu, au vert, mais aussi à l'accès Internet ici, par le biais de ce lien, que je vais donc mettre en NAT ici, ou en pont. J'ai dit que je préférais le NAT. Il aura de ce fait une connexion directe sur ma box réelle d'internet. Ça, c'est ma box réelle qui existe vraiment et qui fonctionne, et qui est également capable de me donner une adresse IP par un service DHCP interne. Donc sur ce lien noir, je vais avoir une demande d'adresse IP qui va aboutir ici. J'aurai donc une adresse IP qui va se mettre automatiquement ici, je n'aurai pas à m'embêter. Donc, ce qui veut dire que ici, sur le routeur numéro 2, j'aurai une carte qui sera donc raccordée au réseau vert, une carte au réseau bleu, mais ma carte numéro 3, je vais la mettre en pont ou en NAT. D'accord? Et j'ai donc choisi le NAT par préférence, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc on va faire ça au niveau de nos machines. Donc je vais commencer par les rouges. Donc rouge, regardez bien, hein. Rouge, je suis actuellement sur mon serveur rouge en train de configurer ce point là. Donc lui, je vais l'appeler réseau-rouge. Donc rouge,
une carte réseau que je mets en réseau interne. Et comment je fais? Tout simplement comme ça, réseau-rouge. Vous faites impérativement OK pour valider le réseau rouge. Et maintenant, si vous regardez ici, vous pourrez voir réseau interne, réseau rouge. Pour ne pas me tromper tout de suite, je vais faire le serveur vert, serveur Linux vert. Et de la même façon, au niveau du réseau, je vais le mettre en interne, mais sur réseau-vert. Et je fais OK. Regardez, ici, il est bien en réseau vert. Mon rouge, ici, mon vert. Maintenant que c'est fait, je vais prendre le XP côté rouge, et au niveau de sa carte réseau, je vais choisir dans la liste, je vais chercher mon réseau rouge. Je fais OK. Le XP côté vert, je vais dans la partie réseau, réseau interne, je choisis le vert. Du coup, c'est comme si je raccordais mon câble à un switch qui existerait, qui serait raccordé à ce qu'on a appelé réseau vert. Donc là, à ce stade-là, mon XP vert, il est bien raccordé au même réseau que mon serveur vert. Et mon XP rouge est bien raccordé au même réseau que mon serveur rouge. Donc dans le schéma, ici, on a bien calé ça et ça sur le même réseau. Maintenant, il reste à faire ça. Ensuite, on fera ça et après, j'irai plus vite pour l'autre côté puisque c'est grosso modo la même chose. Donc, routeur rouge, il doit avoir sa première carte réseau sur le réseau interne rouge, réseau rouge, et sa deuxième carte réseau, on va créer un réseau qu'on va appeler réseau bleu. Donc, mais si je viens ici, je vais m'apercevoir qu'il n'a qu'une carte réseau, lui, puisque c'est un clone de ma première machine qui n'avait qu'une carte réseau. S'il n'a qu'une carte, c'est pas grave. Vous venez dans réseau, vous ajoutez une deuxième carte ici en sélectionnant et en cochant activer. Vous faites OK. Regardez bien, vous avez vos deux cartes. On revient sur réseau. La première carte, on va la mettre en interne et on choisit dans la liste rouge. On fait OK, hein. Il ne faut pas passer ici, on fait OK pour valider. On jette un petit coup d'œil ici, c'est bon. La deuxième carte, on la met en interne et on ne choisit pas dans la liste réseau bleu puisqu'il n'est pas encore créé. Donc on les crée. Réseau-bleu. Et on fait OK. Première carte, réseau rouge. Deuxième carte, réseau bleu. Voilà. Vous faites bien attention. Vous prenez le temps qu'il faut pour pas faire d'erreur. Vous faites bien attention. Vous respectez bien l'ordre, la 1, la 2. Par rapport au schéma. Un peu comme si vous lisiez votre schéma de gauche à droite. 1, 2. Ensuite, il faudra faire l'inverse ici. Moi, je vous conseille de mettre la carte numéro 1 ici, la 2 ici, c'est-à-dire de lire de droite à gauche. Dans ce cas-là. 1, 2, 3. 3 ici. Alors, on va le faire ensemble, comme ça, ce sera fait. Donc, le routeur vert. Le routeur vert. 3 cartes réseau. 3 cartes réseau. Il n'en a qu'une. 1, 2. Toujours OK. Hein. Je reviens. 3. Et je fais OK. 3 cartes réseau. Rouge, non, vert, bleu, extérieur. Là, ça ne correspond pas, je vais modifier. Vert, il est dans la liste, déjà, je l'ai créé tout à l'heure. Je fais OK. Je jette un coup d'œil, il est vert. Réseau, carte numéro 2, on a dit bleu. Il est dans la liste, on l'a créé tout à l'heure. Bleu. On fait OK. Petit coup d'œil. Troisième carte, petit coup d'œil au schéma. Cette carte-là, troisième carte. On la met en pont ou en NAT, au choix. Et je préfère le NAT, comme je l'ai expliqué ici tout à l'heure. Donc la carte numéro 3 en NAT. Donc la carte numéro 3 en
Alors la carte numéro 3, que je ne me trompe pas, c'est celle-ci. Carte numéro 3 en NAT. Attention, pas réseau NAT. NAT. Et OK. Vert, bleu, NAT. Vert, bleu, NAT. 1, 2, 3. Elle, on va revérifier. 1, c'est rouge. 2, c'est bleu. Le routeur rouge. 1, c'est rouge. 2, c'est bleu. Voilà, il n'y a plus... je crois qu'on a fini du coup, puisque on a nos deux serveurs. On a nos routeurs. On a nos postes clients. On a fini la préparation de la machine. Voilà. Donc, la prochaine étape, ça va être de configurer nos machines de façon à ce qu'elles accèdent directement à Internet pour aller récupérer des paquets. Alors, si on veut pas galérer, il y a plein de choses qu'on aurait dû peut-être faire avant, et de toute façon, il faudrait les faire à un moment donné. C'est que faut se rappeler que dans cet exercice, on veut faire en sorte que lui soient des serveurs DNS. Il faut donc aller chercher les paquets sur Internet qui permettent d'installer le service DNS. Mais pour accéder à Internet, le seul moyen, c'est de passer par lui. Donc si on voulait faire les choses dans l'ordre, il faudrait passer cette machine en configuration, faire en sorte qu'elle fonctionne réellement, et ensuite cette machine-là pourra accéder à Internet, pour passer par là, et aller chercher ses paquets. Donc c'est ce qu'on va faire pour respecter cette chronologie. Si vous voulez, si vous savez, si vous êtes certain de ne pas vous planter, faire autrement, vous prenez cette machine-là, et vous ferez pareil avec celle-là ensuite, ou bien vous prenez cette machine-là et vous ferez pareil avec celle-là ensuite. Vous mettez temporairement cette carte réseau en mode NAT, et vous accéderez directement à Internet par une opération directe. En fait, c'est plus rapide, mais ça casse un peu mon organisation. Donc moi, je vais prendre le temps dans ce TP de vous présenter étape par étape les différentes réalisations. Ici, on va achever cette première étape de préparation. La prochaine étape, ça va être de configurer le routeur numéro 2, celui qui a 3 cartes, pour qu'il permette d'accéder à Internet et qui fournisse ici à ce serveur l'accès au réseau ici. Et à ce moment-là, on pourra installer notre service DNS. Une fois que ce sera fait, on ira ici et on ira là pour finir. Et après, il y aura une étape de configuration des services DNS. Donc tout ça va être réparti en plusieurs petites manipulations. On va pas tout faire à la suite, ça va être trop long, trop lourd et trop ambitieux. Donc c'est la fin de cette première présentation. Prenez le temps nécessaire à bien préparer votre environnement. Vérifiez plutôt 2 fois qu'une votre labo avant de se lancer. Ne mettez pas trop de mémoire à vos machines. Je vous donne un dernier conseil avant de poursuivre. Moi, je vais tout mettre avec un espace réduit au niveau mémoire. Les Windows XP se contentent de 192 mégas de mémoire. Pas plus. Ça ira pas plus vite. Ça va ralentir votre machine. 192 pour les Windows XP avant de les démarrer. 192 mégas. Nos Linux qui n'ont pas d'environnement graphique, si vous êtes basé sur un Linux que nous avions préparé ensemble dans une présentation qui permettait en fait de préparer une base, j'avais expliqué que on se contentait de 256 mégas. Alors 256, ça paraît faible, mais si vous ouvrez un routeur Cisco, vous serez surpris de voir qu'il n'a pas plus que ça en mémoire. Et pourtant, il fonctionne très bien, lui. Donc pourquoi nous, on mettrait 1024 ou plus? Est-ce qu'on ira plus vite? Non, on va aller moins vite, puisque en fait, on va pénaliser notre machine réelle. Donc tout en 256 mégas. Pour ce qui est des routeurs et des serveurs. Voilà, ça va suffire largement. Et c'est pas que pour le labo, même en production, moi je ne mettrai pas plus, ça sert à rien. Après, je vais faire en sorte que tout démarre sur mon disque dur. Donc je mets en priorité le disque. Ça c'est pas du tout obligatoire. Si vous le faites pas, c'est pas grave.
Voilà ce que je préconise de faire. Je mets le disque dur en premier, je décoche le reste. Ça évitera les accidents de booter sur un CD-ROM éventuellement et de réinstaller, d'écraser ce qui existe déjà. Donc je préfère le faire par précaution. Par contre, si je devais mettre en production cette machine, par exemple pour le compte d'un utilisateur ou d'un client, je le ferai impérativement. Donc OK, et je fais ça pour toutes mes machines, de façon à être certain qu'elles bootent bien sur le disque. Alors évidemment, hein, je suis en train de faire ça, je n'ai pas montré ici, je n'ai pas vérifié que ça fonctionnait dans la vidéo, mais je l'ai fait au préalable. C'est-à-dire qu'avant de vous présenter cette manip, j'ai vérifié que mon serveur Linux fonctionnait et que j'allais pouvoir démarrer dessus. Donc c'est une machine que nous avions préparée dans une étape précédente, elle fonctionne parfaitement. Pour l'instant elle est brute, c'est-à-dire que c'est vraiment une install de base, il n'y a aucune config dedans, donc on va devoir tout faire désormais. C'est là qu'il va falloir être particulièrement organisé, attentif et travailler qu'un schéma. Voilà, donc c'est la fin de cette présentation. Vérifiez bien vos paramètres. On va ensuite parler de la mise en place de ce routeur là.